Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Cat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 4h30 et j'enregistre directement après TLC, la review de TLC 2020. Aujourd'hui une review en format 20 minutes, je pense pas qu'on ira un peu plus, j'espère pas, aller au-dessus des 20 minutes. J'essaye de faire un petit format pour vous sortir le plus rapidement, soit lundi, soit mardi, je sais pas quel jour on est, si on est le 21 ou si on est le 22 à l'heure où je vous la sors. Mais je vais essayer d'être le plus conscrit, le plus court et donner plus facilement mon avis parce qu'il est quand même 4h30 du mat. Donc je vais essayer d'être le plus clair dans mon avis. C'est un show qui m'a beaucoup plu sur beaucoup de points. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu. Il y a des histoires qui sont racontées qui sont vraiment très chouettes et qui me dérangent pas du tout. Mais voilà, c'est un pay-per-view qui m'a conquis, mais pas vraiment. C'est assez compliqué, mais on va revenir là-dessus match par match. Et on commence par le kick-off. C'est Biggie, Daniel Bryan, Otis et Chad Gable qui affrontaient Sami Zayn, King Corbin, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Pour moi, le MVP du match, c'est Chad Gable. Chad Gable fait tout pendant le match. Bryan est très en retrait. Il y a Biggie qui est assez chouette, mais on le voit pas. Sami Zayn est un super heel, mais c'est vraiment Chad Gable et Otis qui capitalisent le match, et c'est plutôt chouette. Il y a plutôt des très bonnes choses. Otis, Chad Gable et Otis plutôt contre Nakamura et Cesaro. C'est un match que j'aimerais bien voir plus tard parce que pour moi ça mérite totalement. C'est vraiment un très bon match de weekly, un match de pré-show. On tease le Biggie contre Sami Zayn qui arrivera vendredi soir. Mardi soir il sera tourné et il arrivera vendredi soir, donc c'est vraiment très cool. Le Biggie Sami Zayn va être très bien. Biggie termine sur un big ending sur Sami Zayn, 1, 2, 3, c'est bouclé, ça dure 8 minutes 47, c'est pas long, c'est classe. Là 411 Mania, qui est une de mes références, lui met 2.75. Je serais quand même un peu plus généreux, je lui mettrais un 3.25. 3.25, je pense que 3.25 c'est vraiment la note que ce match mérite. Donc voilà, un très bon pré-show pour commencer TLC. Et là on commence vraiment TLC avec un autre match qui là va me faire un peu plus rager. Drew McIntyre contre AJ Styles accompagné de Omos. Non, j'ai pas aimé. Non, bah non, vous vous en doutez, si je fais cette tête, c'est que j'ai pas aimé. C'est que j'ai pas aimé un truc. Pas le booking. Mais bizarrement, pas le booking. J'ai beaucoup aimé le booking. Le problème, c'est que le match dure 27 minutes. Je vais regarder le temps. Est-ce qu'il y a le temps exact? Ouais, le temps annoncé par 411 Mania, pardon, c'est 27 minutes tout pile. Il le met bizarrement 4,25. Moi, je lui mets 3,5. 3,75 max. Le match est pas nul. Il est lent, il est très lent. Il y a 15-20 minutes à jeter facile. Il y a facile 20 minutes à jeter. Parce qu'en fait, c'est que j'ai Styles qui bosse la jambe de Drew McIntyre. Et je dis pas que je suis contre ça, un match entre les deux où AJ Styles aurait bossé la jambe de McIntyre tout le long pour ensuite que McIntyre fasse un comeback. Là, c'est intéressant. Là, on est dans un ladder match. Surtout avec le booking d'après. Pourquoi travailler la jambe, genre en fait, le travail de la jambe apporte pas forcément quelque chose. Oui, boîte pour monter sur l'échelle, waouh, trop bien. Quel babyface. Ouais, sauf qu'on le fait à chaque match, quoi. Il faut éviter. Là, la jambe, le travail sur la jambe de Drew McIntyre, de AJ Styles sur Drew McIntyre ne sert à rien du tout. Et ça me dérange énormément parce qu'on passe 20 minutes du match à travailler une jambe qui ne servira pas plus tard. Parce que c'est simple, un bout d'un moment, les deux sont capoutes. Les deux sont sur le ring en train d'être couchés. Et là, Yamiz et Morrison qui arrivent. Voilà, ils les tabassent. Bon, voilà, ils font le petit ménage. Mise en caisse sa mallette. Trop bien, ça devient un triple menace. Et là, sur le moment, c'est à partir de là que le match commence. C'est à partir de là que le match se dynamise. C'est à partir de là que le match devient intéressant. C'est à partir de là qu'on commence à avoir des spots. Parce que contrairement au Kevin Owens, Roman Reigns, où on pouvait attendre moins de spots, en fait, c'est le Drew McIntyre et AJ Styles qui a largement moins de spots. J'ai pas trouvé, à part le spot où Drew McIntyre porte comme ça AJ Styles et le balance en parlant de ça, il fait ça, et après au mieux de monter à l'échelle, il tombe par terre. Je fais, mais qu'est-ce que c'est stupide les TLC, mais j'ai pas compris. Mais en fait, c'est Kevin Owens et Roman Reigns qui font des spots, c'était pas eux. Là, AJ Styles et McIntyre, ils font pas de beaux spots, ils font pas de gros spots. C'est vraiment quand The Miz vient que le match commence à rythmer. J'y ai cru. Ils m'ont fait de l'espoir pour The Miz. Maintenant, le seul truc que j'ai peur, c'est pas l'effet boule de neige, mais l'effet retour du bâton, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai peur que en nous ayant fait croire que Miz, c'est la bonne rage, complètement. En ayant fait croire que Miz pouvait être champion, les gens ils vont être là à taper sur McIntyre parce qu'en fait c'est McIntyre qui a pris le titre. Et sincèrement, entre McIntyre, AJ Styles et Miz,
Si McIntyre prenait le titre, ça me dérangeait pas. C'est McIntyre, j'adore ce qu'il fait, même si j'ai beaucoup de mal avec son règne et ça continue. Mais à côté, t'as Miz et AJ Styles. AJ Styles, j'aurais kiffé le voir champion, j'aurais pété un câble s'il aurait gagné. Miz encore plus, parce que Miz, c'est vraiment le mec qu'on s'y attend pas. C'est le mec qui a remporté la mallette de Tiss pour quand même venir là. Pour moi, je trouve ça con en fait de gâcher le Money in the Bank comme ça, parce que ça fait 4 ans. Ça fait depuis Rollins qui savent plus booker le Money in the Bank. En vrai de vrai, ça fait depuis Rollins où ils ne savent pas booker un Money in the Bank correctement. Sheamus, ça a été encore. Le jour où il cash in, il est en pré-show le matin. Il est en pré-show lors du même show. Bon, t'es là, tu fais bon, Sheamus, ça passe. Après ça s'effondre complet. Après, il y a Ambrose, il le catch en même temps. Il le cache, en même temps que le show. Ok, ça passe. Puis il y a, je sais même plus, puis il y a Corbin, puis il y a, puis il y a Lesnar, puis non, c'est pas possible. Il y a Strowman aussi, c'est le booking de la du Mr. Money in the Bank qui est à chier depuis 5 ans. Depuis Rollins, c'est à chier. Et ça me fait chier en fait. Ça me fait grave chier parce que c'est une stipulation que j'aime bien et que je trouve cool, mais là c'est la preuve quoi. Et allez, il vient, il fait quelques spots, mais McIntyre revient. Il remporte le titre et c'est un peu chiant parce que j'ai peur que ça fasse un... Pas un heel turn, mais que les fans mettent un peu de hit sur McIntyre en mode gros, t'as remporté, on voulait voir Miz quoi, tu fais chier. Alors que McIntyre est un super face. Moi ça me fait très très peur donc... Mitigé, même si j'ai beaucoup aimé le booking, je l'ai trouvé très intelligent et tout. Avec Homos et tout, où on éloigne Homos et tout ça, ok. Maintenant, ça me dérange énormément qu'on book un truc comme ça, quoi. On voulait tous voir Miz gagner. Ou en tout cas, 3/4 des gens voulaient voir Miz gagner. Même si c'est pas le meilleur des catcheurs, le mec est divertissant, c'est un super heel. Pourquoi le faire cash-in là, quoi? On aurait pu attendre, c'est ça en fait, c'est WWE, il presse. Mais en fait, on aurait pu attendre, quoi. C'est dommage. On passe au prochain match qui m'a vachement surprise. Sasha Banks, la championne de Women's de SmackDown, qui remettait son titre en jeu, c'est mieux plutôt, contre Carmella, qui est accompagnée de Reginald Thomas, je sais plus comment on dit ça, son vignoble, j'ai plus le mot, vous allez me le dire. C'est un match qui a duré 12 minutes 44 pour être exact. 411 Mania, dont je me fie énormément après les shows, lui a mis une note de 2,75. Mais je suis pas du tout du même avis. Je lui ai mis du 3,5. J'ai même presque touché le 3,75. J'ai trouvé ce match superbe. Le temps était bien. Carmella était bien accompagnée. Sasha Banks, c'était incroyable. Moi, Carmella, je pense que c'est un de mes unpopular opinions le plus fort. Je trouve vraiment que Carmella elle a un truc. Pour moi, elle est très bridée, elle est très jugée, elle est très caractérisée comme la Eva Marie de maintenant, quoi. Et je suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr. Pour moi, Carmella, elle a vraiment du potentiel quand elle est accompagnée avec des bonnes personnes. Becky, Charlotte, Carmella à SummerSlam 2018. Il y a quelque chose. Elle se débrouille très bien. Quand elle est très bien accompagnée, là, elle est super bien accompagnée avec Banks. Et je trouve que ça rend un match super cool, quoi. Je trouve que c'est fluide, c'est très fluide. Carmella, un super personnage de heel. Le match est super bien rythmé. C'est pas le match de l'année, mais c'est très très bien. J'abuse peut-être quand je dis 3,75, mais 3,25, 3,5, ça le mérite amplement. C'est vraiment un match que j'ai vraiment vraiment bien apprécié. Je trouve Sasha Banks superbe. Et c'est pas Sasha Banks qui brille. C'est quand même Carmella qui brille, mais Sasha Banks prend quand même le pin tranquillement. En plus avec le back segment, avec une petite soumission. Non, moi je trouve que c'était très bien. C'était très très bien. C'était du 12 minutes très 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 bien agencé. Par contre là, un autre point noir du show qui est pour moi le tag team match. New Day, les champions, les Raw Tag Team Champions qui remettaient leur titre en jeu contre Hurt Business. Vous savez mon amour pour Hurt Business. Surtout là pour Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Cedric Alexander qui sort des fins fonds du booking WWE. Là il arrive et il reprend le titre. Il reprend le titre en faisant le pin sur Kofi Kingston. J'ai beaucoup aimé. Shelton s'apprête à attaquer Kingston pour terminer le match. Puis t'as Cedric Alexander derrière dans le coin. Hop, tag de Cedric Alexander, il y va, lumbercheck. 1, 2, 3. Il gagne les titres. C'est un match qui a duré 9 minutes 55. Je lui mettrais un 3,75. Par contre, celui-là, je ne baisserai pas ma note. 3,75. 411 Mania ont mis exactement la même chose que moi. Maintenant, mon problème, ce match aurait pu atteindre les 4, voire 4 étoiles 25 si ce match aurait duré 5 ou 10 minutes de plus. Comment, en 10 minutes, vous voulez faire un 4 étoiles? Pour moi, c'est pas compatible. Il faut au moins que ça fasse 15 minutes, qu'on raconte une histoire. Là, j'ai même cru au début. Au début, ça allait tellement vite dès le début. Genre, ils ont été hyper vite, ils ont mis la hit, puis il y a eu le comeback.
Puis, bon, il y a eu la fin, quoi. Mais au début, il y a eu un moment où ça a été méga vite. Je fais en fait, ça va se terminer là. Là, dans 2 minutes, le match est terminé. Et en fait, non, ils sont partis sur la hit. Bon, j'ai fait, bah, pourquoi pas. Mais, je sais pas, l'écriture du match, le temps m'a paru vraiment, vraiment beaucoup bizarre. Ça, contrairement à l'autre tag team match qu'on va parler dans un instant, bah les gars, c'est bizarre, c'est très bizarre, c'est très très bizarre et j'attends une revanche au Rumble et je suis toujours déçu de pas avoir mon ladder match. La forme du match aurait très très bien fonctionné avec un ladder match. C'est dommage, c'est très très dommage. Donc voilà, mais on passe au deuxième tag team match. Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes Women's Tag Team Champion qui remettaient leur titre en jeu contre Asuka et quelqu'un d'autre. C'est Charlotte. Oui, j'ai ce sourire parce que je l'ai vu, j'ai gueulé, j'étais là en mode waouh, il y a Charlotte. Ça fait 5 mois et la meuf manquait à tout le monde et j'aime bien parce que ça critiquait Charlotte sur les réseaux. Fin de compte, elle est revenue, tout le monde était là en mode ah Charlotte, trop bien. En même temps, bon, Raw est très bridé niveau division féminine, on est d'accord. Mais elle a réussi à sortir les deux. Asuka et Charlotte ont réussi à sortir un match superbe de la part de Asuka et Baszler. Moi, ce match, là, il lui met un 3,25. Je lui mettrais plus un 3,5, 3,75 aussi, parce que j'ai vraiment été dans le match. Pourtant, il a duré que 10 minutes 3, mais il m'a vraiment mis dedans. J'étais à fond dedans, Charlotte et tout ça. Il y a vraiment un truc avec Charlotte. C'est vraiment la seule star, en fait. Elle arrive, sa musique, sa tenue, sa gueule, sa prestance. Elle bat tout le monde, quoi. La meuf est limite, pour moi, Charlotte, à ce point, et il faut que je vous fasse absolument une vidéo. Pourquoi Charlotte ? Pourquoi je suis aussi amoureux, catchesquement parlant, de cette fille ? Il faut vraiment que je vous fasse ce genre de vidéo. Parce que j'arrive pas à vous expliquer, si je parle pas pendant 50 minutes, j'arrive pas à vous expliquer pourquoi j'aime autant Charlotte, mais la meuf, pour moi, est limite à mes yeux une plus grosse star que Drew McIntyre, pour vous dire. Elle explose, pour moi, elle explose à l'écran. Et là, on sent que ça lui a fait du bien. On sent qu'il y a eu cette opération, du coup, pour lui enlever de la prothèse mammaire qui a eu lieu. Du coup, c'est pour ça qu'elle était absente. Mais on sent qu'elle va mieux. On sent qu'elle est bien. On sent qu'elle est apaisée. C'est ce que j'ai marqué sur Twitter. Les gens ont dû me prendre pour un fou. Mais physiquement, ça se voit qu'elle est bien. Ça se voit qu'elle est heureuse dans sa vie. Ça se voit que... Et elle rayonne, la meuf. La meuf rayonne. Je l'ai jamais vue déjà. J'ai jamais vu Charlotte aussi fit. Pour moi, là, elle a éteint. Là, c'est le moment de sa carrière où elle est le plus fit. Elle est fit. Elle est comme ça. Elle est baraque. Elle est musclée. Elle est fit de ouf. Vraiment, elle est méga, méga, méga fit. Et comme vous savez, moi, c'est important un catcheur qui est fit, qui est bien fit, qui est bien tracé. Genre, j'ai vu une vidéo de Strowman. Il y a des choses que j'apprécie mieux Strowman parce qu'il est plus fit maintenant qu'avant. Moi, c'est méga important un mec ou une catcheuse qui est bien tracé, qui est vraiment fit. Ouais, moi ça joue. C'est comme la gueule, c'est comme le physique. Et Charlotte, en parlant de sa gueule, c'est la remarque que je me suis fait. Je parle pas du physique, elle est belle, elle est pas belle, on s'en fout. Juste physiquement, mais niveau de tête, elle a pas de cerne. C'est le mot que je cherchais, c'est cerne. Et moi, là, en fait, ça m'a vraiment, la meuf rayonne, elle est heureuse. Et ça fait plaisir de voir une catcheuse qui travaille chez eux être heureuse. Ça se voit. La meuf, elle est là, elle est avec Asuka, elle fait ce qu'elle aime, elle fait un match superbe où elle a rien perdu. La meuf, elle a rien perdu, elle est toujours aussi bien et elle rayonne. Vraiment, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les cernes. Je sais pas, j'ai l'impression de voir Charlotte tout le temps avec des cernes. Et là, je sais pas, ça lui a fait du bien. Je pense vraiment que cette pause lui a fait du bien et qu'elle peut revenir et qu'elle peut défoncer tout le monde. Et à la fin de ce reign tag, j'espère qu'il y en aura une qui trahira l'autre. Bon, Charlotte trahira Asuka, je pense, mais je pense qu'Amenia on part sur Asuka Charlotte. Vous allez me dire encore, non, ouais, je pense qu'on part sur Asuka Charlotte et c'est pas pour me déplaire sincèrement parce que l'équipe est vraiment très très chouette et le match est très 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 cool. On passe au main event qui est pour moi le main event, c'est Roman Reigns qui remettait son titre Universal Champion en jeu contre Kevin Owens. Roman Reigns était accompagné de Paul Heyman, puis Jey Uso est venu intervenir. Le match a duré 24 minutes 43. Il a duré donc à peu près 3-4 minutes en dessous de l'opener. Là, il lui a mis un 4-25 et là, je les rejoins plus. Je leur mettrai un 4-25. C'est Roman Reigns qui gagne le match. Mais j'y ai cru jusqu'au bout. Je l'ai cru vraiment jusqu'au bout. Je pensais vraiment que Kevin Owens allait réussir à remporter ce titre, même si j'étais là, je fais c'est Roman, gros. Ouais, mais Kevin Owens, c'est un si bon face. Et on en discutait avec Stéphane sur le Discord parce que j'ai été leur faire un petit coucou après le show pour qu'on discute. Et il me disait, pour avoir un bon face, il faut un bon heel. Et pour avoir un bon heel, il faut un bon face. Kevin Owens, Roman Reigns.
Pour avoir Roman Reigns à la perfection, il faut un face incroyable qui est Kevin Owens. Pour avoir un Kevin Owens à la perfection, un face de ouf, un babyface de ouf, il faut un Roman. Et quand j'ai vu ce match-là, j'ai fait putain que je suis pressé de voir Daniel Bryan contre Reigns. Je suis extrêmement pressé de voir Daniel Bryan contre Reigns parce que je sais que c'est un face de feu de Dieu contre un heel de feu de Dieu. Waouh, il faut qu'on ait ce match. Il faut qu'on ait ce match. Pour moi, il faut attendre Mania. Il faut absolument attendre Mania pour mettre ce match. On est obligé d'avoir. Le match là, celui de Kevin Owens et Roman est super bien booké. Kevin Owens reste méga fort parce qu'il se fait niquer par tout le monde. Mais il est là, il reste là. Roman est hyper intelligent et Roman est hyper cool. Roman est incroyable. J'aurais jamais pensé dire ça il y a un an. Roman Reigns est un catcheur incroyable. Il est fantastique, que ce soit sur le ring, que ce soit dans l'histoire. Le mec est une star. Roman Reigns est une star. Et pour moi, il est juste fantastique dans ce rôle de star du côté de chez WWE. Qu'est-ce que j'ai à dire de ce match, quoi? Je veux juste voir Daniel Bryan contre Reigns. Je veux juste voir ce match. Stipu ou pas stipu, je veux voir ce match. Il va être incroyable. Roman Reigns, Daniel Bryan en 2021. Daniel Bryan sera le match de l'année ou un des matchs de l'année, je pense. Ça peut envoyer tellement lourd. Et parlons du vrai main event. The Fiend affrontait Randy Orton dans un Firefly Inferno. C'est ça, Firefly Inferno, c'est ça. Un Firefly Inferno match. Le but, le premier qui brûlera son adversaire aura gagné. Et je me suis dit, déjà il me l'était en main event, je fais ok. Il y a des news qui sont sorties comme quoi ils ont tourné le match cet après-midi, qu'ils ont été très choqués, et c'est pour ça qu'ils s'est retrouvé en main event. Ok, je laisse ma chance. Puis, je me suis dit, c'est un cinématique match. Je me le dis depuis plein de jours. Et là, plus on approche, et je vois, mais non, c'est pas un cinématique match. Ça a été enregistré, ok, normal, effets spéciaux et tout ça. Mais c'est pas un cinématique match. Et quelle bonne surprise. Moi, ce que j'aime pas, c'est le Fiend indestructible. C'est le Fiend qui meurt jamais. Et à la fin, mais j'aime bien un Fiend quand même. Au fond, il raconte des belles histoires, pas quand il catch. Mais il raconte des belles histoires en dehors. Le problème, c'est qu'il y a que ses promos qui me parlent. Et moins ces matchs. La preuve, moi, ce que je reproche au match-là, et ce que je reproche à peu près tous les matchs du film, c'est qu'on crée une image. On crée un moment, on crée une image. Mais on ne crée pas une storyline, on n'explique pas quelque chose. La seule fois où j'ai vraiment été touché niveau storytelling, dans une storyline et surtout dans un match, c'est Strowman Wyatt de Money in the Bank. Pourtant, la rivalité aux F sur 20. Mais je trouvais qu'on racontait bien l'histoire. Brian Fiend, très très belle histoire aussi racontée. Là, il y a une histoire entre les deux, il y a un passé. Et le feu raconte une histoire quand même entre les deux. Et il a brûlé Sister Abigail quand même, Orton. Bah, il n'y a rien. Bah, c'est vide. Bah, il y a le feu, ok, il y a des prises, ok, le but c'est de mettre feu, ok, ils se mettent plein la gueule pour mettre feu à l'autre. Ok. Mais non, en fait, l'histoire est pas bien racontée. On raconte pas l'histoire dans le match. Et putain, Wyatt, t'es quand même le boss pour faire du storytelling dans un match de catch. Je sais pas si vous en rappelez, Cena Wyatt, WrestleMania 30. Je sais pas si vous en rappelez, Daniel Bryan Wyatt, Rumble. Rumble est un superbe exemple. Ou encore donc Rumble 2020. Ou encore Rumble 2014. Pourquoi Finn Orton, on ne te raconte pas une histoire dans le match? C'est un truc que je comprends pas. Et ça me dérange maintenant. Le match en toi dirait à peu près 12 minutes 30. Ça passe. 411 Mania lui ont mis 3 étoiles. Ok, ça passe aussi. Ce que je trouve bien fait, c'est la fin est super bien fait. Bon, production oblige, on peut pas montrer quand il brûle et tout ça parce que c'est cul. Parce que je pense qu'il y avait les pompiers derrière, il y avait tout ce qu'il fallait et tout. Bon, il crame complet. Finn crame complet. On comprend qu'il y a un cut, que c'est un mannequin qui est remplacé. Bon, à la limite, ça, c'est super bien fait. Pour le coup, ce qui est souvent arrivé avec Orton et Finn, c'est que c'est kitsch as fuck. Quand Finn il est là, il fait des trucs kitsch as fuck. Mais vraiment, Orton Fiend, pas Orton Fiend, mais le Fiend dans ses matchs, genre contre Strowman lors du cinématique match, oh là là, c'est kitsch. Là, c'est pas kitsch, là, c'est stylé. C'est même, pas poétique, mais on te raconte une histoire, on te raconte un truc. Et c'est là que ça m'intéresse. Dans le match, on te raconte rien. Par contre, cette fin, on peut supposer qu'on te raconte quelque chose d'intéressant. On peut supposer qu'on te raconte la fin de Fiend. Et là, c'est intéressant. Comment finir de Fiend? Parce que pour moi, Fiend, c'était pas un personnage qui allait durer comme Undertaker sur la vingtaine d'années. Pour moi, c'était une partie infime,
et pas un find. Ah, très beau jeu de mots. C'était une partie infime du personnage de Bray Wyatt. Il l'a fait. Ça fait un an. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et pour moi, je pense que pour ma théorie, c'est que c'est un personnage à part entière. C'est un personnage à part entière. Fiend de Bray Wyatt. Mais Bray Wyatt, il en a plusieurs et il reviendra avec une autre. Le problème, c'est que The Fiend, c'est un monstre. Comment mettre fin à un monstre? Parce que mettre fin à Bray Wyatt, c'est possible. Bray Wyatt, c'est un catcheur. C'est un catcheur simple. Il est juste un peu atteint psychologiquement. Là, c'est un monstre. C'est un monstre que personne n'arrive à battre. À part Goldberg, mais ça va. Il y a des erreurs partout. C'est un monstre que personne n'arrive à battre. Et comment il faut le battre? Comme il a été créé. WrestleMania 33, Randy Orton brûle Sister Abigail et la maison. Ça engendre, en plus il perd le titre, Wyatt et tout ça. Enfin bref, on peut supposer que c'était fait exprès. Que c'est à partir de là que The Fiend a été créé, petit à petit. Jusqu'en 2019, Fiend est apparu. Fiend était là. Et comment fermer The Fiend? En le brûlant. Un peu comme une boucle bouclée. Et je pense que Fiend devait affronter toutes les personnes qui ont détruit Bray Wyatt. Affronter Cena parce que Cena avait détruit Bray Wyatt à WrestleMania 30. Affronter Orton parce qu'Orton avait détruit Bray Wyatt à WrestleMania 33. Est-ce que Fiend a affronté Lesnar? Non, il n'a pas affronté Lesnar. Dommage. Parce que il faut rappeler que Lesnar avait un peu... Non, c'était pas Lesnar. Non, c'était Cena et Rock. Je raconte des conneries à WrestleMania 32. C'était Cena et Rock. Mais voilà, on raconte, voilà, Fiend est passé et il s'est vengé des gens qui l'ont enterré quand il était Bray Wyatt. Et je trouve ça intéressant. Maintenant, il faut voir si Fiend il est là demain à Raw. Bah demain à Raw pour moi, mais ce soir ou hier pour vous suivant quand vous regardez la vidéo et quand moi je vais la sortir. C'est chiant quoi, s'il est là à Raw, c'est chiant. C'est très très chiant et j'espère pas. J'espère vraiment pas parce que j'ai envie qu'on raconte un truc autour de tout ça. Mais en tout cas, Orton psychologiquement est super chouette. Fiend psychologiquement est super chouette. Le problème, moi, comme je vous ai dit, c'est qu'on fait un moment dans le match, on photographie des moments, mais on t'explique pas quelque chose. Peut-être dommage, peut-être le seul reproche que j'ai, mais dans l'ensemble, c'était très très bien quand même. Main event, je l'aurais mis en main event. L'image de fin est méga choquante. Donc, je pense que le mieux c'était de le mettre en main event, même si ça me fait chier de pas voir Kevin Owens contre Roman Reigns, mais dans l'ensemble, c'était vraiment un bon pay-per-view avec Roman Reigns, Kevin Owens qui explose, qui se détache de tout. Moi, les deux matchs féminins me plaisent plutôt bien. Le retour de Charlotte Flair, bien sûr. Et ensuite, il y a le reste. Très déçu de l'opener, mais voilà. C'est le seul problème. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver la review de ROH Final Battle 2020 de Cody qui est sortie cette semaine sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi voir normalement le 25 décembre, si tout se passe bien niveau montage pour Cody, vous pourrez voir Puromania, le prochain épisode de Puromania où ils font entre autres leur award. Donc voilà, un gros programme sur la chaîne, il reste plein de choses, il reste pour ma part mon top 17 de mes matchs de l'année, il reste pour la part de Cody le top 30 des catcheurs de l'année, tout ça arrive première semaine de janvier, je pense que cela arrivera. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette petite review de TLC 2020, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Le Rebut du Catch, comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Allez, bye.